Il y a un peu plus d'une décennie, le monde a connu un événement cataclysmique et sans précédent. L'apparition soudaine de portails d'un bleu éclatant. Ces failles spatio-temporelles ont déchiré la réalité, connectant notre monde à des dimensions gorgées d'énergie surnaturelle. De ces brèches dimensionnelles, appelées donjons, s'échappent régulièrement des créatures magiques terrifiantes, semant le chaos, la destruction et la peur. Ces monstres, d'une résistance inouïe, se sont révélés insensibles aux armes humaines conventionnelles, rendant les forces militaires traditionnelles totalement impuissantes et incapables de faire face à ce nouveau péril existentiel. Face à cette menace écrasante, l'humanité a commencé à évoluer. Au contact de l'énergie mystique qui irradiait des portails, certains individus ont connu un phénomène d'éveil, donnant naissance à une nouvelle caste d'êtres humains surpuissants, les Hunters. Ces individus extraordinaires sont désormais capables de manipuler le mana, l'essence de la magie, dans le but d'affronter les créatures magiques, de purger les donjons et, ultimement, de protéger la Terre de leur invasion constante. Bien que les portails constituent une menace existentielle croissante, ils ont paradoxalement propulsé l'économie mondiale. La grande majorité des nations et des entreprises prospèrent désormais grâce aux ressources inestimables que ces donjons dimensionnels ont révélées. Parmi elles, les cristaux de mana sont devenus l'actif le plus précieux, remplaçant le nucléaire et le pétrole comme principale source d'énergie mondiale, marquant une véritable révolution énergétique. Ainsi, les Hunters n'assurent pas seulement la protection du monde. Ils jouent également le rôle crucial de marchands et d'explorateurs, collectant ces précieux cristaux ainsi que divers autres artefacts dans les profondeurs des donjons pour les revendre à prix d'or et en tirer d'énormes profits. Dès lors, le monde de Solo Leveling repose sur une composition institutionnelle tripartite où les pouvoirs les plus influents du pays sont classés en 3 catégories principales, assurant un équilibre précaire. Premièrement, le gouvernement, l'entité traditionnelle chargée de gérer les affaires civiles, d'appliquer les lois et de maintenir l'ordre public grâce aux forces de police et à l'armée, qui est maintenant surtout sollicitée en cas de débordement extérieur. Deuxièmement, l'association des Hunters, un organisme public souvent dirigé par d'anciens Hunters de haut rang dont le rôle est de superviser tous les Hunters nationaux et de réguler les relations complexes entre les différentes guildes afin de garantir la stabilité et un équilibre des forces. Et troisièmement, les guildes, des entités corporatives privées fondées par les Hunters eux-mêmes. Elles regroupent les combattants en blocs organisés, les équipent et financent les raids. Les guildes réalisent des profits colossaux en acquérant les ressources des portails et en les revendant à des prix astronomiques sur le marché mondial. La plupart des pays adoptent ce modèle sociétal. En Corée du Sud, on dénombre 5 grandes guildes emblématiques et rivales. La guilde du Tigre Blanc, celle des Faucheurs, la guilde Glorious, celle des Chevaliers, et pour finir, l'énigmatique guilde des Hunters. Ces organisations sont presque toujours dirigées par des Hunters de rang S. Car oui, tous les Hunters ne sont pas égaux. Un système de classification rigoureux attribue à chaque Hunter un rang précis, déterminé lors de l'éveil, le test initial de leur capacité. Plus le rang est élevé, plus le Hunter est puissant, la différence de force étant souvent exponentielle. Au total, il existe 7 rangs, E, D, C, B, A et enfin le rang S, le niveau de puissance maximale pouvant être atteint lors de l'éveil initial. Il existe aussi un rang officieux et mythique, le rang national. Ce statut ne s'obtient pas par l'éveil, mais en accomplissant un exploit exceptionnel, comme le fait de vaincre et terminer un donjon de rang S en solo, une prouesse considérée comme presque impossible. Comme indiqué à plusieurs reprises dans l'histoire, le rang d'un Hunter détermine absolument tout à son sujet. Ses revenus, sa réputation, son statut social et sa valeur marchande. Les écarts de puissance et de statut entre les rangs sont considérables et difficiles, voire impossibles, à combler même après des années d'entraînement intensif. Un Hunter de rang B surpasse aisément un rang C, tandis qu'un rang S est exponentiellement plus puissant qu'un rang A. On estime que plus un rang est élevé, plus il était rare. Seul un individu sur 5000 atteint un rang supérieur à D. Naturellement, le rang d'un Hunter influence directement sa valeur marchande. À l'instar des clubs sportifs de haut niveau, les guildes n'hésitent pas à investir des sommes astronomiques pour recruter les meilleurs combattants du monde, car avoir des Hunters d'exception leur permet d'accomplir plus facilement les donjons de haut rang et d'accéder aux ressources les plus lucratives. C'est pourquoi les Hunters de rang S sont extrêmement prisés et accumulent des fortunes qui défient l'imagination. A l'inverse, les Hunters de rang E sont souvent considérés comme jetables et perçoivent des salaires dérisoires, risquant leur vie pour une maigre rémunération.
Les sociétés dans Solo Leveling sont donc profondément inégalitaires, fondées sur un système de méritocratie violente basé essentiellement sur la puissance brute et le rang social. Un rang S peut se permettre de commettre des crimes sans être inquiété par les institutions gouvernementales en raison de la rareté de sa puissance, un atout que l'humanité ne peut se permettre de perdre. Le cas de Jiang Dangzhou, qui commettait ouvertement des exactions sans craindre de représailles, illustre parfaitement cette impunité. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce système social n'est jamais réellement remis en cause par les protagonistes. Il est plutôt perçu comme un mal nécessaire pour maintenir l'équilibre post-portail, l'humanité ne pouvant se mettre à dos à la fois les créatures magiques et les puissants rangs S sans que la civilisation ne sombre dans le chaos. Le système de rang nous rappelle ainsi ô combien il est difficile de survivre dans un monde de plus en plus technocrate et de moins en moins humain. Ce qui est encore plus terrible, c'est que ce système de classement est reconnu comme une norme mondiale, appliqué et considéré comme très précis et définitif par tous les pays. Pourtant, il a été prouvé que ce système est obsolète. En effet, il existe des individus que l'on nomme les fraudeurs de rang ou tricheurs de rang. Ces hunters, souvent des psychopathes sans scrupules, maîtrisent leur production de mana de manière à masquer leur véritable puissance lors de l'éveil, ce qui les classe bien en dessous de leur niveau réel. Nombre d'entre eux sont réputés pour agir par pur plaisir malsain, n'hésitant pas à tuer d'autres hunters par cupidité ou cruauté, exploitant la confiance générée par leur faible rang apparent. Tout comme les sociétés, les hunters se répartissent également en 3 grandes catégories principales, souvent nécessaires au succès d'un raid. Les guérisseurs, SR, healers. Leur rôle principal est d'utiliser le mana pour soigner les blessures, restaurer la vitalité et soutenir leurs alliés. Ils sont souvent les membres les plus précieux et les plus protégés d'une équipe. Les mages, sorciers, ils s'appuient entièrement sur le mana pour projeter des attaques à distance, lancer des sorts de destruction dévastateurs ou des enchantements tactiques. Les combattants, fighters. Ils utilisent le mana pour renforcer leur corps, leurs attaques physiques et leurs capacités offensives au corps à corps. Les combattants se divisent de même en 2 sous-catégories essentielles. Les assassins, spécialisés dans des attaques rapides, précises et souvent furtives. Et les tanks, capables d'encaisser de très lourdes attaques, ils servent de bouclier pour protéger leurs alliés. Le point commun entre tous les hunters réside dans leur utilisation du mana, une forme d'énergie naturelle qui émane de tout ce qui est de nature magique. Bien que son origine exacte reste inconnue, on sait qu'elle n'est pas originaire du monde humain. Le mana n'a été découvert par l'humanité que lorsque les portails ont commencé à s'ouvrir il y a environ une décennie. Le flux constant de cette énergie dans le monde a provoqué l'éveil de certaines personnes, conférant des capacités surnaturelles en s'intégrant à leur corps. Une fois éveillée, une personne voit son corps renforcé par le mana à un tel point que les armes humaines traditionnelles ne peuvent plus la blesser. Ainsi, même le hunter le plus faible est considérablement plus résistant qu'un humain ordinaire. Bien que de nouvelles personnes s'éveillent presque quotidiennement, tous les humains ne réagissent pas positivement au mana. Certains, pour des raisons encore inconnues, ne peuvent tolérer son existence. En effet, une exposition prolongée au mana peut entraîner chez eux un trouble appelé sommeil éternel, une condition incurable qui condamne inévitablement les victimes à un coma profond. C'est le cas de la mère de Sung Jin-woo, qui est tombée dans le coma après avoir été exposée au mana. En raison du manque de connaissances humaines sur les applications pratiques de cette énergie, aucun remède à ce trouble dévastateur n'a été encore découvert. Le mana ne se limite pas aux êtres vivants. On le trouve aussi dans des objets inanimés tels que les pierres d'essence et les cristaux de mana. Ces objets, très prisés pour leur potentiel comme source d'énergie durable et de monnaie d'échange, sont vendus sur le marché à des prix élevés, constituant la principale source de revenus pour la majorité des hunters. En règle générale, le niveau de mana d'un hunter est fixé dès son éveil et la seule manière de progresser est d'obtenir un second éveil, un phénomène extrêmement rare. L'unique exception connue à cette règle est Sung Jin-woo, le protagoniste de l'histoire. Initialement classé comme le hunter le plus faible de rang U, un faible éternel, ses pouvoirs mystérieux lui permettent d'augmenter sa puissance de façon continue grâce à l'entraînement, aux quêtes et aux combats. L'obtention récente de son rang S, suite à son second éveil, officialisant sa puissance démesurée, est un véritable séisme, bouleversant l'équilibre précaire entre les différentes guildes. Comme mentionné précédemment, les guildes se surveillent pour éviter les guerres intestines.
Si Jinwoo rejoignait l'une d'entre elles, il romprait totalement cet équilibre et pousserait la Corée du Sud vers un conflit civil. C'est d'ailleurs ce que lui explique le président de l'association des Hunters, Go Gun-hee, qui tente de le recruter au sein de l'association pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Cependant, Song Jin-woo refuse cette invitation et est déterminé à explorer les donjons les plus dangereux pour continuer à progresser et sauver sa mère prisonnière du sommeil éternel. Pour y parvenir, son objectif est d'obtenir l'élixir de vie, un remède légendaire pouvant être acquis en traversant les étages de la tour de rang S, une zone extrême. La décision de Sung Jin-woo de suivre son propre chemin ne passe pas inaperçue. Les guildes de rang S, conscientes de sa montée en puissance exponentielle, vont commencer à le surveiller de très près. Cette situation risque inévitablement de plonger la Corée dans un conflit diplomatique avec les autres nations. En effet, tout comme un équilibre est maintenu entre les guildes de la Corée, un équilibre similaire est nécessaire entre les nations possédant des hunters de rang S. L'émergence d'un nouveau rang S national au potentiel illimité constitue un véritable bouleversement des forces en présence, menaçant de rompre la stabilité précaire qui règne à l'échelle mondiale. Les capacités de Sung Jin-woo sont vraiment impressionnantes, notamment après avoir frôlé la mort dans le double donjon de rang S. Il se retrouve lié à une interface numérique omnisciente nommée le système. Conçu comme un jeu vidéo de type MMORPG, le système offre à Jin-woo des quêtes avec des récompenses uniques, un système d'évolution basé sur des compétences et des statistiques, un inventaire illimité pour stocker toutes sortes d'objets magiques, ainsi qu'une boutique intégrée où il peut acheter des objets puissants en utilisant l'or obtenu en éliminant ses ennemis. Ce programme étrange est exclusivement accessible à Sung Jin-woo, le rendant invisible et inutilisable pour le reste des Hunters. Le système lui permet de gagner en niveau et d'obtenir des points de compétences qu'il peut répartir librement, ce qui lui confère une croissance sans précédent. Le système a attribué à Jin-woo la classe de nécromancien, conférant un pouvoir unique, l'extraction des ombres. Cette technique lui permet de ressusciter une créature ou un hunter tombé au combat sous forme de soldat de l'ombre, une entité au service total de Jin-woo, qui peut être invoquée autant de fois que désiré. Cette capacité, activée par une commande spécifique, ne consomme pas de mana à l'invocation et peut s'appliquer à une vaste zone, permettant d'extraire des centaines d'ombres simultanément. En revanche, si une ombre tombe au combat, l'utilisateur devra puiser dans sa magie pour tenter de la ressusciter. Bien que l'extraction des ombres soit un outil puissant permettant de constituer une véritable armée, elle comporte néanmoins plusieurs faiblesses. Elle ne peut être utilisée sur des cibles dont le mana est contaminé. Elle échoue à ressusciter des cadavres significativement plus puissants que l'utilisateur. La technique est limitée à 3 tentatives par cadavre, réduisant les chances de succès. Enfin, elle est inefficace sur des cibles de nature spirituelle, comme les monarques et certaines entités dirigeantes. Lorsqu'une créature est réanimée par ce pouvoir, elle perd sa volonté passée et est totalement submergée d'amour et d'admiration pour son invocateur, obéissant à chacun de ses ordres. Les forces armées des ombres peuvent également évoluer en suivant un schéma de rang similaire à celui des Hunters, dont le plus élevé est celui de Haut Maréchal. Outre ses pouvoirs de mage et nécromancien, Jin-woo a également hérité de capacités très similaires à celles d'un combattant assassin. Sa force physique et sa vitesse évoluent sans qu'il n'y ait a priori de limite. Ainsi, Sung Jin-woo est destiné à devenir le plus fort de son univers sans qu'il n'y ait de véritable rivalité possible. Cependant, cette destinée est-elle pertinente scénaristiquement parlant? N'est-ce pas le défaut majeur qui fait que Solo Leveling se retrouve prisonnier d'un schéma répétitif? C'est précisément ce point que nous allons aborder. Solo Leveling, comme une grande partie des webtoons coréens et chinois du même genre, souffre d'un scénario structurellement répétitif. L'histoire repose souvent sur des schémas narratifs similaires. C'est un héros réincarné ou doté de pouvoirs divins qui passe d'un statut insignifiant à une puissance démesurée en un temps record. Ces transformations, bien que séduisantes au départ, deviennent rapidement prévisibles et monotones. Malheureusement, Solo Leveling n'échappe pas à cette critique. Si les premiers chapitres s'avèrent plaisants, on se lasse rapidement face à une narration répétitive, souvent dépourvue de véritables rebondissements qui mettraient réellement en péril le héros. La structure des arcs est souvent identique. Jin-woo rencontre un ennemi puissant, il le bat facilement, il gagne de l'expérience et devient plus fort. Si l'adversaire est un monstre, il est généralement réanimé pour rejoindre son armée d'ombre, et s'il est humain, il devient souvent un allié loyal. Si voir le héros gravir les échelons à une vitesse fulgurante est captivant,
l'absence de véritable challenge pour Sung Jin-woo finit par rendre la lecture moins passionnante. Néanmoins, les premiers arcs du webtoon sont, à mon sens, très réussis. Jin-woo y rencontre des obstacles vraiment intéressants, comme sa quête pour l'élixir de vie, et l'introduction de l'arc des fourmis chimères est particulièrement bien réalisée. Cet arc, qui n'est pas sans rappeler celui des fourmis chimères de Hunter x Hunter, constitue un point fort indéniable de l'œuvre. Malheureusement, après cet arc, Solo Leveling sombre dans la répétitivité en raison de la surpuissance de son héros qui supprime tout suspense et toute tension dramatique. De plus, les personnages secondaires sont à peine développés, et beaucoup sont carrément laissés à l'abandon, ce qui est vraiment regrettable. Solo Leveling avait pourtant le potentiel de devenir légendaire de par son système de combat et son univers riche, qui aurait pu explorer des thématiques profondes comme le rapport humain face à un système oppressif et la nature de la guerre. Cependant, malgré toutes ces critiques narratives, force est de constater que Solo Leveling est extrêmement efficace pour maintenir le lecteur en haleine. Là où les shonen japonais traditionnels souffrent parfois de la lenteur du développement des personnages, Solo Leveling propose directement au lecteur une expérience de puissance et d'épicness immédiate qui est vraiment satisfaisante à lire et à regarder. Peut-être est-ce là la réelle force de Solo Leveling. C'est une œuvre qui permet de proposer au lecteur une expérience unique de combat et de triomphe épique, tout en gardant une facilité d'accès et une gratification instantanée, contrairement à certains shonen dont la lenteur freine beaucoup. Pour ma part, j'apprécie beaucoup Solo Leveling, bien qu'il souffre des défauts structurels que j'ai relevés plus haut. Cette analyse est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.